Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Les titres. La grève dans les universités nationales du Bénin se poursuit. Cette paralysie sur les différents campus n'est pas sans conséquences sur les activités académiques 2017-2018. Et puis dans ce journal, il sera aussi question de l'importance de la gestion durable des terres. Don de l'association Yatchegbo à Kpanro, il s'agit entre autres d'un château d'eau. C'est tout pour le sommaire. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. L'association Yatchegbo a réduit les peines des populations de Dedo, arrondissement de Kpanro, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ceci par un don de château moderne et la création d'une ferme d'insertion éco-responsable. La cérémonie de réception du château et de la pose de première pierre de la ferme a eu lieu ce jeudi 1er mars en présence des donateurs et des récipiendaires. Aristide Setting, Damien Pedro pour le reportage. Cette ferme permettra à ces personnes de se reconstruire et d'envisager un avenir autonome et responsable. L'accompagnement proposé tiendra compte du projet de vie de chacune afin de leur permettre de reprendre confiance en elles et d'acquérir des compétences professionnelles. L'intérêt porté au projet et les soutiens ici au Bénin et en France ont permis de nous structurer rapidement. Vous conviendrez avec moi que face à cette précieuse aide qu'apporte l'association Yatchegbo, les différents secteurs viennent de trouver un nouveau partenaire dans sa quête du mieux-être des populations en situation de vulnérabilité et dans son souci permanent de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes. Je marque la disponibilité du ministère de la Santé et de ses structures décentralisées à assurer une bonne et fructueuse collaboration avec toutes les parties prenantes. Je dirais tout juste que ce projet vient vraiment à point nommé parce qu'il répond à une problématique qui prend de l'ampleur dans notre pays, à savoir, premièrement, la problématique de la violence faite aux femmes, dont nous parlons de plus en plus, mais aussi à un phénomène qui nous touche de plus en plus profondément et sérieusement. Les 27 et 28 février 2018, plusieurs cadres des ministères sectoriels et acteurs privés ont préparé un atelier national à Cotonou. Les réflexions sont portées sur le thème « La gestion des terres et paysages agro-forestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable ». Reportage Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. La problématique de la dégradation des terres au Bénin a réuni pendant 2 jours près de 200 participants du secteur public et privé pour rechercher un nouveau changement de paradigme. Principale activité économique du pays, l'agriculture emploie 110% de la population active. Cependant, sous l'effet des pratiques agricoles inadaptées, de la déforestation, les sols perdent chaque année leur fertilité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches décrit le contexte. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. La dégradation croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, d'où l'insécurité alimentaire. Les ministres de l'Environnement Didier José Tonato et celui du Plan Abdoulaye Biotchane présentent les statistiques. Plus d'1 800 000 Béninois vivent sur des terres dégradées, en baisse continue de productivité. Cette dégradation concerne 62% des terres au Bénin, dans les 8 zones agroécologiques. Les zones humides, quant à elles, ont régressé d'environ 230 000 hectares en une décennie, soit une perte de 11% de leur superficie. Le coût annuel de cette dégradation est estimé à près de 500 millions de dollars, soit 245 milliards de francs CFA, ce qui représente 5% de notre PIB.
Une solution s'offre alors pour renforcer la résilience, nous dira le ministre de l'Environnement. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue pour le gouvernement du Bénin un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. D'ici l'horizon 2030, cette neutralité des terres sera atteinte selon les objectifs suivants. Notre objectif est de restaurer au moins 50% des terres dégradées. Premièrement, pour réduire de 21 à 5% la conversion des forêts et savanes naturelles en d'autres formes d'occupation de sol, en l'occurrence les terres agricoles et les terres d'habitation. Deuxièmement, de réduire de moitié la superficie des forêts présentant une baisse de productivité nette. Troisièmement, d'accroître la productivité sur l'ensemble des terres agricoles en baisse de productivité et celles sur lesquelles la productivité est restée faiblement stable. Ce changement de paradigme permettra à l'État et aux collectivités locales d'œuvrer pour la restauration des terres dégradées. Restons dans ce contexte de la dégradation des terres et de la désertification avec leurs conséquences sur l'environnement. Toujours avec Antoinette Sagbo, nous parlons à présent des approches de solutions pour pallier le problème. Reportage. La gestion durable des terres GDT et des paysages agroforestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable, est au cœur des préoccupations du gouvernement béninois qui a donc initié un atelier national les 27 et 28 février 2018. Que comprendre du changement de paradigme? Loïc Nyakadja, ancien ministre de l'Environnement, explique le fondement du concept. Le système en place que nous avons hérité de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Donc, et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Entre 2000 et 2010, selon des études réalisées, environ 2,2 millions d'hectares de terre se sont dégradés au Bénin. La situation est inquiétante, mais elle n'est pas irréversible car des techniques ont été adoptées par les exploitants agricoles. L'expérience à travers les plantes améliorantes pour une gestion intégrée de la fertilité des sols, avec l'agroforesterie, avec les mesures d'enrichissement du sol, avec la matière organique, avec le paillage, la gestion des résidus des récoltes et avec les mesures pour contrôler l'érosion. Et là, une mesure qui est très indiquée, c'est le labour perpendiculaire à la pente. Cependant, les producteurs rencontrent certaines difficultés. On a d'ailleurs 6000 producteurs qui ont planté le mukuna l'année dernière, les plantes améliorantes aussi comme le pois d'Angole. Mais on ne trouve pas ces semences sur le marché. Le défi doit encore être soulevé pour pouvoir permettre à d'autres producteurs encore aussi d'accéder à ces semences. La GDT nécessite des investissements et donc la mise en place d'un mécanisme pour un renforcement du partenariat public-privé. Pour que la non-dégradation des terres marche, il faut au moins 10 ans pour commencer à avoir un retour d'investissement. Or, dans les questions du changement climatique, l'arbre et le climat, il faut à peu près 25 ans à 35 ans pour que l'arbre commence à devenir vraiment un massif de séquestration de carbone. Il faudrait voir à peu près quels sont les coûts que cela implique au niveau des communes et des partenariats et du partenaire pour savoir coût-bénéfice, qu'est-ce que j'y gagne. Et c'est à ce prix que nous allons pouvoir réussir cette bataille dans le partenariat public-privé autour de la non-dégradation des terres. Au terme des travaux, les participants ont compris la nécessité du changement de paradigme afin de réduire la pauvreté et renforcer la résilience au changement climatique.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence du chef du gouvernement, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance, notamment le rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des 2e et 3e trimestres 2017, suivant le garde des Sceaux FIFA Mendjogbenou au micro de Freddy Davor et Fréjus Fiossi. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquelles seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Rapport des travaux de la commission d'enquête sur l'acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBE. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a, de son propre chef, saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant aux conditions financières ainsi prévues
ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. Les universités nationales du Bénin sont paralysées depuis quelques jours. La grève des étudiants passe désormais de 72 heures à 96 heures avec tacite reconduction semblable à celle de leurs enseignants. Presque toutes les activités économiques sont bloquées. Nous abordons dans le sujet à venir les conséquences des grèves sur les activités académiques et les risques pour l'année universitaire 2017-2018. Un reportage Aristide Setin. Si on n'est pas écouté, il n'y a pas de problème. Mardi, mercredi, jeudi, on dira en grève. Après ça, on ira encore en assemblée générale et nous allons prendre, comment on appelle, les décisions. Ce qui est sûr, les campus, nos campus publics seront bougés ces derniers temps. On a proclamé 2018 comme une année d'action. Et c'est sans pitié. La grève est un droit et tous les travailleurs syndiqués en bénéficient dans le but justement de défendre leurs intérêts matériels ou moraux. Mais la pratique de ces mouvements de protestation amène à constater que la grève provoque plutôt des problèmes et malheureusement ces derniers ne se résolvent presque jamais. La grève au niveau des universités publiques entraîne des conséquences énormes sur les résultats en termes de performance. La grève a commencé de 112 heures, nous sommes passés désormais à 96 heures. Et bien évidemment, les activités académiques tournent au ralenti. Parce que là, actuellement, le mot d'ordre que nous avons lancé, pas de cours, pas de composition, pas de travaux dirigés, pas de travaux pratiques. Et donc, en général, les activités académiques tournent au ralenti. Et ce calendrier-là qui reçoit un cours, puisque les compositions sont programmées, les cours sont programmés, mais depuis le début de la grève, tout a été bouleversé. Quand les étudiants viennent composer, on les renvoie des salles et du coup, ils sont renvoyés. Dans les amphis sont désertes, complètement désertes. Quand les étudiants viennent au cours, ils sont aussi renvoyés des salles de composition. Ces victimes, les étudiants donc, n'apprennent rien pendant les périodes de grève et sont laissés à leur propre sort. Cela peut provoquer des impacts psychologiques. Les enseignants peuvent eux aussi perdre une partie de leur salaire tout au long de la période que va durer cette grève. Plusieurs risques sont donc au rendez-vous en cas de paralysie des activités dans les universités publiques. D'aucuns ont l'habitude de dire que nous risquons d'avoir une année blanche. Mais ce n'est pas l'étudiant qui définit la couleur d'une année, ou bien ce n'est pas les responsables étudiants qui attribuent une couleur à une année. Non, le gouvernement a sa politique. Donc si la politique du gouvernement de la rupture, c'est d'avoir une année blanche, on ne peut pas les empêcher. Au contraire, nous allons les encourager, les accompagner à atteindre leur objectif. Le risque, tout le monde connaît, c'est que l'année soit blanchie. Parce qu'on l'a connu dans les années antérieures, je crois que c'est au cours de l'année 2016-2017 où l'année a été blanchie. Donc si déjà les activités sont paralysées, déjà près de 2 mois, le risque c'est que l'année soit blanchie. Parce que si jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore une solution qui soit trouvée à cette crise-là, c'est qu'il y a problème. Les impacts indirects touchent les hommes et les femmes qui font des petites activités commerciales dans les universités et qui se retrouvent en chômage. Peut-on continuer avec la grève au moment où le gouvernement prône pour l'excellence dans l'éducation? Le peuple ne demande que la fin de cette crise qui freine les activités académiques dans les universités publiques pour le bonheur de toute la nation. Il y a une dizaine d'années, ils étaient à tous les coins de rue et suscitaient l'engouement des internautes. Aujourd'hui, les cybercafés sont rares, contraints à la disparition par la modernité, mais certains cybercentres font de la résistance avec des stratégies diverses. Reportage. À jour, on peut au moins voir au moins 10 clients. Voir ce nombre dans un cybercentre après l'avènement des téléphones Android et smartphones est un réel luxe. D'ailleurs, il faut avoir survécu à cet assaut. Beaucoup ont mis les clés sous la porte. Ici, à la Haie Vive à Cotonou,
Ce cyber fait donc son show. Il a le monopole. C'est le seul cyber qui se trouve dans la zone. Et si ce cyber existe encore, c'est parce que la formule a été bien trouvée. Il est niché dans un restaurant. Il y en a qui viennent en naviguant, demandent café, espresso. D'autres demandent shawarma, pizza. D'autres, et après avoir navigué, il y a leurs amis qui viennent les voir et ils se déplacent là pour aller manger. Appâter les clients avec le confort pour survivre face à la concurrence des smartphones ne suffit pas. Ici, nous avons une connexion haut débit et même le disent souvent. Ici, le tarif, c'est à 500 l'heure. D'autres personnes disent que c'est cher. Bon, lorsqu'ils se mettent à travailler, ils trouvent que la connexion est bonne. Bon, c'est bon, ils ne disent plus rien. Et ça marche. Certains clients s'abonnent, comme Fortuné, très régulier dans ce cyber depuis 5 ans. Et bien que j'ai un téléphone portable qui me permet de naviguer, de télécharger des documents et tout, il est plus aisé pour moi de travailler au cybercafé parce qu'au cyber, j'ai un débit plus intéressant. J'ai un peu plus d'aisance à travailler, à télécharger, à faire des recherches. Étant consultant, je fais beaucoup de recherches, je conçois beaucoup de documents et j'ai beaucoup de correspondants à la fois. Alors que si, avec mon téléphone, il me faut activer un forfait et ça s'épuise très rapidement, le résultat n'est pas aussi intéressant que quand on vient au cybercafé. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai une clé de connexion. Je me connecte à la maison. Je travaille tard la nuit et tôt le matin, donc avec ma clé, je peux travailler. Mais quand je veux télécharger beaucoup de documents et autres, je m'oblige, j'ai pas le choix que de venir au cyber. J'ai même aussi une connexion au bureau, mais ça flotte. Nous continuons notre tournée dans les cybercentres de Cotonou. Ici, à la cité Ouighor, ce cyber frappé par la tendance des téléphones Android a dû casser ses prix pour maintenir la moitié de sa clientèle. Depuis 3 ans que je suis ici, je veux dire que l'affluence a complètement chuté. Ce n'est plus comme avant. En temps, souvent, si nous avions moins 10 personnes, mais aujourd'hui, maintenant, on peut dire qu'on a chuté jusqu'à 5 personnes. On ne vient plus, on est dû de diminuer encore le prix pour avoir un peu de choses là. C'est ce qu'on a dû faire. Une réforme qui a permis à ce cyber de ne pas fermer avec des clients qui ont eux aussi bien besoin de cet espace de travail pour des raisons professionnelles. Vous pouvez vouloir imprimer un document. Par exemple, moi je suis venu imprimer un billet d'avion sur Dubaï. Donc ce que vous ne pouvez pas faire sur votre vous pouvez le faire. Secondo, il y a la qualité de la connexion qui est offerte par nos réseaux GSM. C'est de n'importe quoi. Vous activez le forfait, vous êtes là, tantôt ça vient la connexion, tantôt ça part. La connexion n'est pas stable. Je suis analyste programmeur, je programme des sites web, des virus, des logiciels de toutes sortes. Donc quand j'aurai besoin de faire ça, il me faut une bonne connexion. Vu que les smartphones ne pourront pas supporter les applications dont nous aurions besoin pour accomplir les tâches données par... La fermeture des cybercafés et leur baisse de fréquentation ne sont pas seulement dues à l'avènement des smartphones et la mauvaise qualité de la connexion Internet. Certaines personnes ont simplement fui les cyberespaces par peur d'être confondues aux cybercriminels. Dans un autre registre avec Loris, Freddy Davo et Fréjus Fiossi, nous allons vivre à présent la rencontre du chef de l'État avec le collectif des églises évangéliques qui succèdent ainsi à leurs frères chrétiens, protestants et catholiques. Eux étaient déjà au palais de la présidence dans le cadre des discussions engagées par le président de la République avec les forces vives de la société béninoise. Reportage. Le chef de l'État a entrepris depuis plusieurs semaines une série de consultations avec les responsables de différentes congrégations religieuses et couches de la société. Ce jeudi 1er mars, c'est le tour du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin d'être reçu par le chef de l'État Patrice Talon et d'échanger sur différents sujets qui nourrissent l'actualité au Bénin. À l'instar de la rencontre du chef de l'État avec les autres clergés, c'est une atmosphère de courtoisie et de sincérité qui a caractérisé ces échanges. Le président du collectif des associations des églises évangéliques du Bénin, CAEB, salue à l'entame le courage du président Patrice Talon et reconnaît les efforts du gouvernement. Monsieur le Président, nous vous trouvons extrêmement courageux pour ce qui concerne les réformes que vous avez voulu
que vous êtes en train de mettre en œuvre dans le cadre de votre mandat et pour le bien-être de notre nation. Nous savons que beaucoup de choses ne sont pas en ordre. Dans la rue, ça se constate. Partout, ça, on en parle. Et nous trouvons qu'il fallait un jour quand même qu'un politique courageux puisse se dire il est temps quand même de réformer certaines choses. Quant à la fronde sociale, le collectif des associations des églises évangéliques du Bénin adhère aux différentes réformes entreprises par le gouvernement et en appelle au patriotisme de chaque citoyen pour une sortie de crise. Pour ce qui concerne la situation sociale actuelle, nous vous félicitons votre gouvernement aussi pour votre ouverture d'esprit quant au désir d'aller aux négociations et au dialogue pour nos concitoyens qui sont en grève. Nous verrons comment est-ce que nous pouvons parler aux uns aux autres et nous voudrions saisir de cette tribune et leur dire que pour l'amour de notre pays, que les travailleurs qui sont en grève considèrent un peu et continuent de comprendre les difficultés que le gouvernement béninois est en train d'avoir à satisfaire toutes leurs revendications et que pour l'amour de notre nation, qu'ils reprennent le travail. Le chef de l'État, pour sa part, a confirmé sa volonté d'ouverture et de gouvernance participative. Vous voudrez bien m'accorder, à la suite de la rencontre d'aujourd'hui, d'établir une dynamique de rencontres régulières, d'échanges. Pas pour vous compromettre dans votre mission, mais pour partager avec vous ce qui nous préoccupe, ce qu'il convient de changer dans nos habitudes. En réponse aux doléances et aux exhortations du clergé évangélique, le président de la République précise. Monsieur le Président, les défalcations que le gouvernement opère sur les salaires et qui correspondent aux jours de grève ne sont pas une sanction. La défalcation n'est pas une sanction, ce n'est pas une punition. Je veux que mes concitoyens soient des hommes dignes, qui méritent le respect dans la discussion et la négociation. S'il faut faire grève et percevoir le salaire correspondant même au jour de grève, est-ce que ça n'enlève pas le sérieux à la cause qu'on défend? Le chef de l'État a rassuré pour finir le CAEB de sa volonté de contribuer à la sortie de crise et de poursuivre les consultations les jours à venir. C'est ici que prend fin cette édition, mais nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. À bientôt.